Bonjour à tous, il est 9h30, l'heure de commencer cette rencontre consacrée aux papillons de jour et plus particulièrement au plan national d'action en faveur des papillons de jour. Ce matin, on va voir des papillons, on va observer deux papillons, ça comblera les fans de Pierre Desproges. On parlera du damier de la Succise et de la bacchante. Mais ce matin, on va surtout évoquer les actions qui sont conduites dans le cadre de ce plan national d'action. Gaël Sobzik-Moran, qui est en charge de l'animation de ce plan d'action au sein de l'Office pour les insectes et leur environnement, l'OPI, viendra les passer en revue, ces actions. Pascal Dupont, qui dirige le service connaissance des espèces à l'unité mixte de service Patrinat, viendra, et qui est lui-même un spécialiste des papillons et des insectes en général, il viendra nous expliquer comment, avant d'arrêter les mesures de protection, on acquiert et on agrège des données, des connaissances sur les espèces concernées. Mais un plan national d'action sur les papillons de jour, c'est avant tout naturellement une façon de protéger ces espèces de papillons, sans se redouter, mais aussi leurs espèces compagnes, mais aussi leurs plantes hôtes, mais aussi leurs habitats, bref, les territoires sur lesquels vivent ces papillons. Donc, un PNA, c'est une façon, et ce PNA en particulier, c'est une façon d'ouvrir le grand livre de la protection de la nature et de la biodiversité. C'est ce que nous rappellera en début de matinée Gilles Boeuf, qui est biologiste, je ne sais pas s'il faut encore présenter Gilles Boeuf, qui a présidé pendant plusieurs années le Muséum national d'histoire naturelle. Voilà pour les grandes lignes, pour les grands axes du programme de cette matinée, mais dans plan national d'action, il y a national, les services de l'État sont en charge du pilotage de ce plan dans l'opérateur et donc l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement. Tout de suite, donc, nous allons entendre un message de Madame la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Bérangère Abba. En 2017, une étude sur la disparition des insectes en Allemagne signalait la perte de 75% de la biomasse d'insectes volants sur les 30 dernières années dans des zones protégées. Depuis cette publication, ce constat est confirmé et démontré scientifiquement. Parmi ces insectes, les papillons voient leur abondance diminuer et leur diversité menacée. Les papillons nous émerveillent avec leur variété de formes et de couleurs et jouent un rôle primordial dans la pollinisation. L'IPBES indique ainsi qu'en Europe, 9% des espèces d'abeilles et de papillons sont menacées. Les populations de papillons ont par ailleurs diminué d'un tiers. 85% des départements français ont vu disparaître au moins une espèce de papillon inscrite au plan national d'action depuis 1980. C'est donc l'ensemble du territoire français qui est concerné. La cause première de ces disparitions étant la destruction des habitats, l'intensification de l'agriculture, l'urbanisation, le changement climatique changent profondément les milieux et modifient la saisonnalité des floraisons. Pourtant, les papillons nous permettent de mieux comprendre les mécanismes de la biodiversité et tout ce qui leur est favorable est bénéfique à sa préservation. Gilles Boeuf en parlera d'ailleurs certainement après moi. Les relations entre plantes et insectes montrent que la biodiversité ne se réduit pas à un catalogue d'espèces à conserver, mais que sa richesse est aussi dans une diversité d'interactions indispensables à la vie. Une espèce est déclarée protégée localement ou nationalement lorsque son état de conservation n'est pas bon. Ce statut le conduit à interdire sa capture, son transport ou encore sa commercialisation. Cette réponse est assez efficace lorsque les atteintes subies par les espèces sont directes et bien identifiables. C'est le cas pour des prélèvements par exemple trop importants. Mais elle n'est pas suffisante face à des menaces plus globales ou diffuses comme les destructions de milieux spécifiques ou les pollutions. Les plans nationaux d'action dédiés aux espèces apportent une réponse complémentaire au statut d'espèce protégée. Il s'agit d'une démarche collective qui mobilise différents acteurs, les services de l'État, les collectivités, les associations, les gestionnaires d'espaces et scientifiques, qui œuvrent chacun à leur niveau pour réussir la conservation de ces espèces. Connaissance, gestion des milieux, partenariat, cet outil de plus de 20 ans a démontré son efficacité en agissant sur les espèces à enjeu, tant animales que végétales, et sur leurs habitats. Apron du Rhône, tortue d'Hermann, vipère d'Orsini, aigle de Bonelli sont 60 PNA qui sont aujourd'hui en vigueur, mais le déclin constant de la biodiversité nous montre qu'il faut être encore beaucoup plus ambitieux. Notre stratégie de développement des aires protégées est une autre réponse à cette urgence. La nouvelle stratégie nationale 2021-2030 est assortie d'un premier plan d'action triennal, car les objectifs généraux ne suffisent pas, il nous faut les décliner de façon opérationnelle. Les aires protégées, en réduisant ou en supprimant les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, permettent de restaurer les habitats ou les espèces. Elles sont essentielles pour la conservation de certaines populations relictuelles.
D'abord en termes de connaissances, ainsi un inventaire généralisé de la biodiversité a été réalisé dans la réserve intégrale du Lovitel, dans le parc national des Écrins. Dans cet espace de 700 hectares, 500 espèces de papillons, 380 de coléoptères, 11 de punaises, 11 d'orthoptères, 14 de fourmis, des cicadelles, cloportes et autres mouches ont été inventoriées. 1069 espèces d'insectes ont été recensées à ce jour dans la réserve intégrale du Lovitel. Ensuite, en termes de protection, dans les espaces protégés, les insectes sont moins soumis aux pressions environnementales locales comme les pollutions ou l'artificialisation. Ils y trouvent des habitats favorables à leur reproduction et cette fonction de refuge est importante, y compris pour la qualité de la biodiversité au-delà des frontières de l'espace protégé. Je suis donc convaincue que la stratégie nationale des aires protégées bénéficiera aux insectes en général et aux papillons en particulier. Notre action ne s'arrête pas là, on l'a vu, il nous faut des démarches à la fois structurantes, mesurables et opérationnelles. C'est tout le sens de la stratégie nationale pour la biodiversité en cours d'élaboration et que je présenterai à la rentrée 2021. Les réponses à apporter sont souvent locales et l'implication des acteurs locaux, collectivités comme citoyens est primordiale. Je souhaite donc que cette stratégie associe le plus largement et au plus près du terrain. Le papillon, par le symbole qu'il représente, peut être un véritable facteur de mobilisation. En 2010, un plan national d'action en faveur des sols maculinéa avait été engagé pour une durée de 5 ans. Il a permis de développer un réseau d'acteurs sur le territoire français et d'identifier des actions destinées à protéger au mieux les 5 espèces qu'il ciblait. Les 5 espèces concernées ont été intégrées aux priorités nationales des trames vertes et bleues. C'est en préservant et en restaurant les continuités écologiques dans les régions où ces espèces sont recensées, en préservant les stations où elles sont inventoriées, que nous avons créé les conditions de la réussite de ce plan. Au vu de ces avancées et de la prise de conscience partagée autour de ces enjeux, le choix a été fait d'étendre son action à l'ensemble des papillons identifiés comme menacés en France. Certaines espèces, malgré des menaces avérées, ne bénéficiaient pas d'action de protection et le PNA permettra d'y remédier. Le but sera de consolider les réussites du plan précédent selon 3 axes: l'amélioration des connaissances fondamentales sur l'écologie des espèces et papillons ciblés, la mobilisation des acteurs de la conservation et enfin la mise en œuvre d'actions de restauration d'habitat. Je retiens quelques actions phares de ce plan. Tout d'abord, un indicateur alertera sur les disparitions au niveau départemental de toutes les espèces de papillons de jour. Nous avons besoin d'indicateurs robustes et territorialisés qui nous permettent de savoir si nous sommes sur la bonne voie. Un travail est également engagé avec les forestiers et les agriculteurs pour faire évoluer leurs pratiques. Enfin, le plan prévoit des actions de terrain, des opérations de restauration seront intégrées à de vastes programmes de préservation d'habitat. Le projet LIFE Tourbière du Jura vise ainsi à réhabiliter 60 tourbières du massif jurassien franc-comtois qui bénéficiera aux papillons des zones humides. Le plan de relance avec son volet sur la restauration écologique ou les aires protégées, doté de 185 millions d'euros, sera aussi un élément moteur pour cette action. J'espère pouvoir vous retrouver prochainement sur le terrain pour en mesurer les résultats. Et dans cette attente, je vous souhaite un bon séminaire pour ce nouveau plan d'action. Je vous remercie. Eh bien, rendez-vous est pris pour retrouver Madame la ministre sur le terrain. Merci beaucoup donc à Madame la ministre, Madame la secrétaire d'État. Comme annoncé dans quelques minutes, nous allons donner la parole à Gilles Boeuf. Mais auparavant, je voudrais vous donner quelques précisions sur le déroulement de notre matinée. Sachez que tous nos échanges seront enregistrés, ainsi que le chat et les questions que vous pourrez poser et les réponses qui leur seront apportées. Vous pourrez donc retrouver l'intégralité de ces échanges sur la chaîne YouTube de l'OPI, qui s'appelle OPI TV, OPIE-TIVI. Sur cette même chaîne, vous pourrez retrouver les vidéos consacrées aux espèces qui seront diffusées dans la matinée, donc celles sur le damier de la subside et celles sur la bacchante. Ces vidéos seront à votre disposition pour sensibiliser vos publics et vos interlocuteurs. Alors, pour ce matin, pour poser une question, pour apporter une précision, pour exprimer un désaccord, vous devrez utiliser exclusivement l'onglet questions-réponses. Donc, l'onglet qui est, si votre écran est configuré comme le mien, en bas et à droite. Dans la fenêtre qui s'affichera, vous pourrez préciser à qui s'adresse votre intervention ou votre question, soit à l'un des intervenants ou à une autre personne ou à toute l'Assemblée. Alors, veillez bien à utiliser cet onglet questions-réponses et à réserver l'onglet conversation à vos remarques techniques, mauvaises liaisons, son défectueux ou autres. Voilà, donc vous utilisez bien l'onglet questions-réponses. De temps en temps, vous verrez apparaître une fenêtre qui vous proposera de répondre à des questions de sondage. C'est d'ailleurs peut-être déjà le cas où ça va arriver. Voilà, ça c'est en train d'arriver. On compte évidemment sur vous pour répondre à ces questions de sondage.
Vous avez constaté que les intervenants ne vont pas s'exprimer en direct. On a enregistré leur contribution il y a quelques jours. Toutefois, ils seront présents pour répondre aux questions que vous leur adresserez via l'onglet questions-réponses. Donc, les intervenants qui seront là, Gaël Sobzik-Moran, en charge donc, du plan national d'action à l'OPI. Bonjour Gaël. Bonjour à tous, bienvenue. Merci. Alors, Pascal Dupont, chef du service connaissance des espèces à l'unité mixte de service Patrinat. Bonjour Pascal. Excusez-moi, je n'avais pas mis mon micro. Voilà. Non, mais bonjour à tous. Bonjour Pascal. David App, qui est en charge qui est chargé de mission biodiversité à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et coordinateur national du plan national d'action en faveur des papillons de jour. Bonjour David. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Et puis Xavier Ouard, qui sera aussi à votre disposition, à notre disposition ce matin pour répondre à des questions et apporter des précisions. Xavier est coordinateur des études scientifiques à l'OPI. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Et enfin, Samuel Jolivet, qui est le directeur de l'OPI, sera avec nous une partie de la matinée et conclura nos travaux. Je ne sais pas si Samuel est déjà là. Je viens d'arriver. Bonjour à tous. Salut Samuel. Les papillons de jour donc, sont nos guides pour aborder la biodiversité. Tout de suite, donc, comme promis, carte blanche à Gilles Boeuf. Gilles Boeuf, vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, professeur d'écologie. Quelle est l'expression que vous utilisez, vous, pour qualifier aujourd'hui l'état de la biodiversité? Vous parlez d'érosion, vous parlez d'effondrement, vous parlez de crise d'extinction, d'encore une autre expression que je n'ai pas imaginée? J'évite la crise d'extinction parce qu'on n'en est encore pas là. Si on ne fait rien, c'est ce qui va se passer. Et là, les collapsologues et catastrophistes auront raison. Non, on est effectivement, c'est plus qu'une érosion, on est dans une crise d'effondrement du vivant sauvage et une explosion du vivant domestique. Alors, ça concerne toutes les espèces, ça concerne les espèces animales, les espèces botaniques, etc. Et les papillons, puisqu'on parle d'un plan national d'action. Nos chers rhopalocères, ouais, tout à fait. On parle d'un plan national d'action sur les papillons de jour. Mais après tout, dans ce que vous décrivez là, les papillons, c'est peut-être pas le plus grave. On peut peut-être s'en passer des papillons. Bonne question. Les papillons sont un des plus beaux brins de poésie que je connaisse dans la nature, comme les coquelicots d'ailleurs. Hein. Non, il faut être sérieux, en fait. C'est pas à l'humain de juger de ce qui est important ou pas important. En fait, il faut qu'on sauve tout le vrac. Hein. Tout a son importance, bien évidemment. Les papillons particulièrement ou bien... Les papillons, disons qu'on parle de papillons remarquables. J'ai dit papillons remarqués. C'est l'humain qui l'a trouvé joli. Hein. D'ailleurs, les gens ont du mal à dire que c'est un insecte. Ils n'ont pas vu qu'ils avaient 6 pattes dessous, donc ce sont bien des insectes avec leurs ailes. Et c'est vrai qu'ils ont toujours intéressé les gens. Et moi, au muséum, je l'ai vu parce qu'on a un tas d'amateurs de papillons. Et donc, on a une connaissance intime. En fait, il y a 2 groupes super étudiés, les oiseaux et les papillons, en fait. Hein. J'ai du mal à trouver des amateurs pour travailler sur les puces ou bien sur les crevettes et mystacocarides. Vous voyez ? Est-ce qu'il y a des espèces, effectivement, dont on pourrait admettre que si elles disparaissent, on s'en portera toujours aussi bien? Disons que cyniquement, on pourrait le dire. Je vais reciter quelqu'un que j'aime beaucoup, qui n'est pas un naturaliste. Enfin, il a été un peu, qui était le plus grand ethnologue français, Lévi-Strauss. À l'année de sa mort, il dit en fait, ce qu'on ne peut jamais reconstruire, c'est une espèce qui a disparu. Et il disait, l'humain ne se rend pas compte de ce qu'il fait en se multipliant à l'infini et en surexploitant les ressources, parce qu'un jour, il n'aura pas l'air respirable, il n'aura pas l'eau buvable et il n'aura pas la diversité dont il a besoin. Les papillons en font partie. Donc pour moi, je refuse d'admettre qu'on peut laisser partir certains. En plus, on ne sait pas vraiment laisser partir certains pour garder d'autres. Hein. Je pense qu'on a un problème général du vivant qui est en train de partir et on l'observe de façon stupide. Et si cette situation est liée simplement à la multiplication de l'espèce humaine? Pas uniquement. C'est un aspect des choses. Il est clair que si on était moins nombreux, ça se passerait plutôt mieux. Juste 2 chiffres. 1945, l'humain est capable, par sa technologie, de faire Hiroshima. Je m'étais amusé un jour à comparer Hiroshima à l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. 60 000 morts en 10 minutes. Donc il commence à se prendre pour le patron de tout. Et deuxième chiffre important, depuis 1945, on a quadruplé la population humaine depuis 1945. C'est un des aspects des choses.
c'est un des aspects, mais c'est celui sur lequel on peut difficilement agir. Est-ce que... Un écologue ne peut rien faire, c'est un problème politique. Est-ce que ce chiffre de population humaine est soutenable, ou est-ce que vous dites, quoi qu'il en soit, on n'arrivera pas à maintenir, je ne dis pas à restaurer, à maintenir la biodiversité, une biodiversité acceptable avec, à terme, 9 milliards d'humains? Moi, je ne sais pas. Ça, franchement, je ne peux pas y répondre. Ce que je dirais simplement, c'est que aujourd'hui, ça doit venir de la base. Ça veut dire que ce n'est pas par législation qu'on va dire aux femmes, vous faites moins d'enfants. Mais mes étudiantes, en ce moment, me le disent. Hein. Elles me disent, elles sont tellement inquiètes. L'éco-anxiété créée par la situation dont on parle là fait qu'elles me disent, ben, Gilles, écoute, moi, je ne ferai pas de bébé. Ce qui est dramatique. Moi, à leur âge, j'étais amoureux, je faisais un bébé. Donc, c'est vrai que ça, il faut le prendre en considération. Et on est plutôt en diminution. Hein. Les Indiennes, qui étaient à un moment à des taux élevés, elles sont à 2,3 enfants par femme. En France, c'est 1,9, donc ce n'est pas tellement différent. Donc on est sur une ligne de diminution de l'accélération du système, mais je pense qu'à terme, on pourrait demain, en restaurant de la vie dans les sols, nourrir 8 milliards d'humains. 9, 10, je ne sais pas, on verra. Mais dans cette situation de climat qui change trop vite, ça va être encore plus compliqué. Donc aujourd'hui, c'est vrai que sans se focaliser là-dessus, parce que bon, un écologue, il n'a pas la solution. Alors, peut-être qu'un plan national d'action sur les papillons, au regard de ce que vous décrivez, c'est une toute petite action, mais est-ce que... C'est une petite action, mais avec des gros effets. Tout à l'heure, je disais qu'on est amoureux de certains trucs parce que c'est beau, on les aime bien. Les oiseaux, les papillons, hein, certains aiment les poissons, il y a de tout. Hein. Et les papillons sont emblématiques. Ça veut dire que si on n'est pas fichu de sauver les papillons, qu'est-ce qui va se passer effectivement avec les petites blattes des Galapagos ou bien les cafards du Chili, hein, les moches, quoi. Les affreux. Oui. Alors qu'il y a des moches géniaux. Hein. Le rat tout nu est la seule espèce connue qui ne fait jamais de cancer, vous le savez bien. Donc c'est là qu'il faut arrêter de rigoler en disant, encore une fois, on remarque, on me dit espèce ordinaire et remarquable. Non, remarquée par l'humain. Le panda, mais toujours amusé, on a séquencé le génome du panda géant, les Chinois. Bon, franchement, qu'est-ce qu'on affiche du génome du panda chinois? On l'a fait parce qu'il est beau, il est joli, donc c'était important pour les Chinois. Le type est à Paris au musée au Jardin des Plantes, ça les embête beaucoup d'ailleurs, le type du père David, hein, qui ramène à la fin du 19e. Donc tout est à l'avenant. Je pense que c'est une philosophie générale où les papillons, pour nous, sont emblématiques de l'image qu'on a d'une nature encore en pas trop mauvais état. C'est-à-dire qu'aller se mobiliser pour une espèce ou un groupe d'espèces, c'est juste une façon de s'attaquer à la question plus vaste de la biodiversité? Oui, c'en est une, parce que si on arrive... En fait, finalement, il faut bien voir ce qu'on sait faire. Hein. Si on veut sauver les papillons, il faut protéger les écosystèmes dans lesquels ils se développent. Si on le fait, on sauvera en même temps les nématodes du sol et puis les hérissons et tout ce qui vient à côté. Donc s'ils peuvent servir effectivement d'espèces, c'est comme nous au niveau océanographie, on aime beaucoup les monts sous-marins, parce qu'il y a énormément de biodiversité à ce niveau-là. Travaillons là-dessus, donc faisons des réserves dans des zones où encore il y a des papillons dans des conditions. C'est intéressant les papillons parce qu'en France, bon d'abord ils sont remarqués depuis longtemps. Moi-même depuis petit garçon, je vois des choses que je ne voyais pas quand j'avais 12-13 ans. Hein. Il y a de tout en fait. Hein. Je vois qu'ils sont en train de partir et je vois que je ne voyais pas à l'époque. Donc on a laissé des zones un petit peu revenir avec une dé-agricolisation de certaines zones, un retour des zones humides. Donc c'est vrai que l'État aujourd'hui, il est dans une situation qui est très inquiétante. On a vu ces papiers des Allemands, vous vous souvenez, il y a 2 ans. 80% voilà. des espèces dans les zones naturelles. En 27 ans, oui. Ouais. Et pas que des papillons, mais tous les insectes qui volent en général. Quoi. Donc c'est vrai que gardons-les comme emblème, et puis surtout, on aura beaucoup plus de facilité à convaincre le quidam moyen que de sauver les papillons, encore une fois, que les psoques, par exemple, ou bien la faune du sol. Quoi. Donc s'ils peuvent servir de symbole, pourquoi pas, comme les oiseaux. Merci donc à Gilles Boeuf. On va entrer maintenant dans le concret, dans le vif du sujet de ce plan national d'action. Je redis, je vois que des questions commencent à arriver sur l'onglet questions-réponses Q et R de votre écran. Donc je rappelle que vous pouvez à tout moment intervenir par ce biais. On va donc entrer maintenant dans le vif du sujet de ce plan national d'action. Gaëlle Sobzig-Morand, comme je l'ai dit, est en charge de l'animation de ce plan à l'OPI et elle nous résume les objectifs et les axes d'action de ce plan national.
Gaël Sobzig-Morand, à l'Office pour les insectes et leur environnement, vous êtes en charge de l'animation du plan national d'action sur les papillons de jour. Il consiste en quoi ce plan national d'action? Alors, ce plan national d'action permet de conserver les espèces de papillons les plus menacées en France métropolitaine. Donc, Combien d'espèces? on en a 38 Elles ont et été déterminées comment? elles ont été déterminées selon leur degré de menace. Il y a les listes rouges qui sont faites par l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui indiquent le degré de menace qui pèse sur les espèces de papillons. Et donc, on a intégré les espèces les plus menacées au PNA. On a également intégré au PNA les espèces de papillons qui sont considérées comme prioritaires au sein des directives Habitat Faune-Flore. Et alors, ce plan d'action, il consiste en quoi? Alors, le plan national d'action en faveur des papillons de jour, il a été édité en 2018 et il a été demandé par le ministère de la Transition écologique. Et il est coordonné par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Et on peut, grâce à ce plan national d'action, avoir 3 axes opérationnels où le but est d'améliorer la connaissance sur l'écologie des espèces du plan. Ensuite, en deuxième axe, c'est d'avoir des actions de conservation sur les espèces ciblées. Et pour finir, un point très important avec ce plan national d'action qui dure 10 ans, c'est une nouveauté, les anciens plans nationaux d'action duraient 5 ans. On a vraiment la volonté de sensibiliser le public et de valoriser les actions qui vont être faites. Alors, connaissance, action de conservation et sensibilisation sur 38 espèces, et on peut faire tout ça à l'échelle nationale avec des espèces qui ont des habitats très différents, des biologies très différentes. Comment est-ce qu'on peut conduire ça à l'échelon national? Donc, on a des objectifs à remplir qui sont justement décrits dans le plan national d'action. Pour commencer, chaque région va décliner le plan national au sein de son territoire. Le but, c'est d'adapter tous les objectifs du plan selon les enjeux et les moyens de la région. Donc, on a un opérateur régional qui s'en charge à chaque fois, accompagné de beaucoup de structures au sein de la région. Et une fois que le plan sera décliné, les actions de conservation, de sensibilisation, de valorisation et d'amélioration de connaissances pourront être effectuées et lancées, même si avant le PNA, ça avait déjà commencé puisqu'il y a toujours de la conservation sur les papillons tout au long du temps. Alors, connaissance, protection et sensibilisation. En matière de connaissance, quelles sont les actions qui sont prévues? Et alors, il est prévu de mettre à jour toutes les listes rouges régionales, puisque les espèces ne sont pas menacées aux mêmes échelles au sein de chaque région. On veut aussi identifier les menaces au sein de chaque région. On souhaite aussi concevoir des projets pour connaître les traits d'histoire de vie de certaines espèces de papillons. Donc les traits d'histoire de vie, ça va être leur comportement alimentaire, donc de quelles plantes ils se nourrissent lorsqu'ils sont adultes, de quelles plantes la chenille se nourrit lorsque elle est chenille sous forme de larves. Donc c'est les plantes hôtes. On souhaite aussi connaître la phénologie, les dates d'émergence des papillons, les comportements de ponte, etc. C'est très important pour ensuite décider d'une conservation adaptée aux espèces. Donc pour récolter, pour recueillir toute cette connaissance, il y a des protocoles d'observation qui sont mis en place. Tout à fait, c'est un des 3e volets qui permet l'amélioration des connaissances. Le but, c'est d'avoir des protocoles et des méthodologies qui sont nationales pour pouvoir comparer au sein des régions le nombre d'espèces, l'abondance de certaines espèces et de voir l'évolution des dynamiques de population. Donc, par exemple, on a le STERF qui va être remis en œuvre, le suivi temporel des rhopalocères de France. Et ça permet justement de connaître les espèces présentes là où le protocole est fait. Alors, ce protocole, il s'adresse exclusivement à des entomologistes professionnels ou bien à des amateurs éclairés ou au grand public? Plutôt des amateurs éclairés. Il faut pouvoir quand même reconnaître les espèces de papillons qui sont en vol le long d'un transect défini sur une certaine période donnée. Et ensuite intégrer ces données aux données régionales. Ça ne s'improvise pas complètement. Tout à fait. Alors, la connaissance est une chose, mais une fois qu'on connaît, il faut passer à l'action. Quelles actions de conservation sont prévues dans le plan national d'action?
Alors, en termes de conservation, le but est d'intégrer les espèces du plan au sein de programmes qui existent déjà pour que ces espèces prioritaires puissent être justement un levier, un point qui permettra d'activer des financements, d'activer des actions de conservation. Donc, comme par exemple intégrer des espèces aux trames vertes et bleues, aux continuités écologiques, ça peut être intéressant. Le but est également de créer plus d'aires protégées pour favoriser ces espèces, donc les SCAP, donc la stratégie de création d'aires protégées, tout à fait. Donc ça, c'est un premier volet pour conserver les espèces. Ensuite, il faut aussi adapter la gestion conservatoire aux espèces de papillons. Et le but est de réaliser des conventions, des contrats avec les agriculteurs qui ont des espèces de papillons sur leur prairie, des espèces de papillons menacées. Et les contractualisations mesures agro-environnementales et climatiques permettent de conserver les papillons. Et c'est un contrat entre qui et qui? Entre l'agriculteur et qui? Et l'OPI ou l'opérateur régional? Ou qui est le co-contractant? Ça arrive assez souvent que ce soit les conservatoires d'espaces naturels qui permettent de faire des contrats avec les agriculteurs. Et ils sont souvent en contact avec eux puisqu'ils ont la connaissance de la répartition des espèces au sein des prairies de leur territoire. Donc, 3 axes. On a parlé de connaissance, on a parlé de protection, et puis il y a la sensibilisation. Alors, en matière de sensibilisation, qu'est-ce qui est prévu? Alors, en 2020, on a réalisé un site internet sur lequel sera disponible toutes les informations liées au PNA. On a également les objectifs à venir et les objectifs remplis du PNA et des déclinaisons régionales qui sont sur ce site. Il y a des rapports aussi également. Et on a également prévu de diffuser des vidéos de sensibilisation sur les espèces du PNA ainsi que sur des actions qui sont favorables à ces espèces. Les diffuser où? On va les diffuser sur Internet et sur YouTube, sur la chaîne de l'OPI. Elles seront disponibles pour toute personne curieuse des papillons ou également pour une association qui a envie de faire découvrir les papillons à ses adhérents. C'est quoi l'objectif de cette sensibilisation? L'objectif de cette sensibilisation, c'est de faire connaître au grand public des papillons que le grand public n'a pas l'habitude de voir. Et cela montre aussi tout ce qui est engagé pour protéger la biodiversité. Également, tous les acteurs qui sont à travailler sur ce projet. On a des agriculteurs qui sont interviewés, on a des gestionnaires d'espaces naturels, on a vraiment toutes les personnes qui travaillent et qui œuvrent à la conservation de la biodiversité et on a essayé d'avoir un panel le plus large possible des personnes travaillant sur le sujet. Merci Gaël. Tout le monde a remarqué le magnifique t-shirt rouge siglé OPI. C'est toujours le moment de faire un peu de promo pour l'OPI. Alors, on parle de papillons depuis maintenant une demi-heure. C'est bien de parler de papillons, mais c'est peut-être encore mieux de les voir, de les découvrir. Alors, première star de la matinée, le damier de la Succise. Alors, je précise quand même, avant qu'on invite le damier de la Succise, que toutes les questions que vous pouvez envoyer seront posées à Gaël et aux autres panélistes après la vidéo sur le damier de la Succise. Donc, le damier de la Succise, c'est une espèce menacée, c'est une espèce d'intérêt communautaire. On va la découvrir tout de suite. C'est parti pour le biopic du damier de la Succise. Le réseau Natura 2000, c'est l'Europe qui a demandé aux États membres de
désigner un certain nombre de sites dans lesquels les États membres s'engagent à préserver la biodiversité, les milieux naturels, la faune, la flore. Et ces sites qui ont été désignés dans chaque État constituent ce réseau européen qu'on appelle réseau Natura 2000. Le damier de la Sucise, sa présence n'est pas à l'origine de la désignation du site. Par contre, c'est après la désignation, il y a un certain nombre d'expertises, d'inventaires qui ont été réalisés. Et c'est là qu'on s'est aperçu que ce site de la vallée de la Loue et du Lison avait une importance particulière, notamment pour le damier de la Sucise. C'est un site majeur en Franche-Comté. Vu que c'est une espèce d'intérêt communautaire, une espèce menacée d'un point de vue de sa conservation, il permet de mobiliser des contrats Natura 2000 et du financement Natura 2000 pour mettre en place une gestion. Et c'est l'espèce un peu cible qui va conditionner et guider la gestion sur ces pelouses marneuses. Sur Eterno, on est vraiment sur des pelouses marneuses, donc un habitat vraiment typique de ce territoire loup-lison. C'est des milieux qui présentent une grande originalité, de fait justement de ces alternances en période humide et de période sèche. Donc du coup, on va avoir une flore vraiment typique. Le damier de la Sucise pond ses œufs sur les feuilles de Sucise. Les œufs ils sont pondus en groupe. En général, il y en a 50 à 100 sous les feuilles. Et ensuite, il y a des chenilles qui vont sortir de ces œufs. Et ces chenilles ont la particularité de vivre en nid communautaire. C'est-à-dire qu'elles sont regroupées au sein du même nid et elles vont rester abritées dans la végétation pendant la période hivernale. Et quand les conditions sont à nouveau favorables, les chenilles vont continuer à grandir en s'alimentant. Donc elles vont migrer, à ce moment-là, elles ne sont plus au sein du nid, elles deviennent ce qu'on appelle grégaires. Elles vont grossir progressivement avant de devenir chrysalides et redevenir papillons. Il est lié à des prairies humides alluviales, donc des prairies en bordure de grands cours d'eau, où la fauche s'intensifie ces dernières années et où les populations sont vraiment très menacées. Donc c'est pour ça qu'à l'échelle du territoire, on l'a mis dans la catégorie quasi menacée. Avec les agriculteurs, on va avoir des mesures agro-environnementales, donc c'est des mesures qui permettent par exemple de faire des fauches tardives, de modifier le chargement à l'hectare, de ne pas apporter de fertilisation sur les milieux naturels par exemple. En 1995, il y a eu les premières mesures agro-environnementales et c'est là que des gens des chambres d'agriculture se sont intéressés à la conduite de ces pâturages. Et ils nous ont dit clairement que ce qu'on faisait c'était bien, il fallait continuer comme ça. Donc là, j'avais souscrit dans les années 2000 à une mesure MAE. Et cette mesure, après, au bout de 5 ans, elle a dû s'éteindre. Elle avait été remplacée par une autre mesure qui s'appelait MAEC, qui était quasiment la même, donc absence de fertilisation naturelle et organique, absence de produits chimiques et cahier de pâturage, avec interdiction de broyer les refus pendant la période de nidification et de reproduction des insectes, des oiseaux et tout ce qui va avec. Donc pour l'heure, on est en phase de non-gestion sur ces mézères, donc c'est une gestion avec des ânes. Et puis là, il y a une collaboration avec le Conservatoire des espaces naturels et l'EPAGE et le département du Doubs pour mettre en place un troupeau conservatoire avec des bovins de race Galloway et des chevaux de race Konik Polski pour gérer ces espaces-là également. Voilà, première vidéo sur une espèce. Alors c'est un temps maintenant consacré à vos interventions, à vos questions, à vos demandes de précision ou à l'expression de vos désaccords si désaccord il y a. Alors j'ai une première question sous les yeux qui est posée par Catherine Delecourt qui dit « Je suis bénévole à l'association et je suis intéressé par le protocole STERF. Existe-t-il un bilan récent des résultats que nous pourrions consulter ?» Alors, à ce propos d'ailleurs, je voudrais poser une question à Gaël ou peut-être à Pascal Dupont, je ne sais pas lequel des deux va vouloir nous répondre. Dans STERF, il y a R pour Rhopalocère. Je pensais que Rhopalocère était un mot qui correspondait à une classification qui n'est plus en vigueur aujourd'hui, qui n'est plus
d'actualité. Est-ce qu'on parle toujours de Rhopalocère ou est-ce que c'est un peu has-been de parler de Rhopalocère? Pascal, donc, qui s'occupe de la nomenclature scientifique à, l'UMS Patrinat, c'est peut-être toi qui as la réponse? Alors, on peut encore parler d'Europalocère, hein. Ça regroupe en fait, c'est une lignée phylogénétique, hein. C'est-à-dire que toutes les espèces d'Europalocère en fait, ils appartiennent à la même lignée. Donc, on peut, d'un point de vue de la nomenclature et de la taxonomie, on peut parler des papillons, en fait, des Rhopalocères qui sont des papillons de jour. Oui, oui, tout à fait. D'accord. À la différence d'autres groupes, hein, on parle souvent, nous, entre spécialistes de papillons, de micro, en fait, de micro-lépidoptères. En gros, c'est les petits papillons. Bah, typiquement, les micro-lépidoptères, en fait, ça regroupe des lignées phylogénétiques qui n'ont rien à voir entre elles. Alors que les Rhopalocères, ils sont cousins. Ok, donc les Rhopalocères, d'accord, ça reste un terme en vigueur. Et donc, ce suivi temporel des Rhopalocères de France, existe-t-il un bilan des résultats qu'on pourrait consulter? Alors ça, je peux vous Oui. répondre. Bon, Le PNA a pour but de réorganiser l'animation du STERF et de pouvoir mieux restituer les résultats vers les acteurs de terrain qui auront renseigné leurs données pour le STERF. d'accord, donc ça c'est à venir. On aura bientôt, quelque part, des résultats actualisés du STERF, c'est ça? Tout à fait, c'est un des objectifs des actions du PNA. D'accord. Et en attendant, puisque le STERF n'est pas né avec le PNA, en attendant, pour répondre à la question de Catherine Delcourt, est-ce qu'on peut trouver des résultats récents quelque part? Sur le site du MNHN, il y a déjà des résultats en effet. Sur le site du Muséum muséum d'histoire naturelle. du INPN. J'imagine, Pascal, que ce sont Oui. des résultats qui sont compilés par ton équipe ou par ton service. Oui, une partie de l'UMS Patrinat, hein, les résultats du STERF sont compilés dans le cadre du programme Viginature, hein. C'est une collaboration entre l'UMS Patrinat et puis une unité mixte de recherche qui est le CESCO. Donc Viginature, c'est Viginature qui pilote en France beaucoup de programmes de sciences participatives et notamment le STERF. Et sur le site de Viginature, vous allez trouver les derniers résultats du STERF. Donc, l'adresse du site, Viginature. Je pense que vous tapez pour ne pas le nommer Google, vous tapez Viginature STERF et vous allez tomber dessus sans problème. Ok, parfait. Alors, une autre question, une question de Marie-Laure de Vulder qui s'adresse à Gaël ou à Xavier Ouard. L'ancien PNA, donc on a entendu parler du PNA sur les maculinéas, je pense que c'est à ça que vous faites allusion. Est-ce que l'ancien PNA a fait l'objet d'une évaluation? Et si oui, qu'est-ce qu'on en a, quelles leçons a-t-on tiré de ce PNA maculinéa pour élaborer ce nouveau PNA plus large sur les papillons de jour? Alors, je peux répondre. Les 4 espèces de maculinéa, elles sont intégrées au plan national d'action en faveur des papillons de jour. Donc, on a les 34 nouvelles espèces qui ont été intégrées au plan et les 4 anciennes de maculinéa. Et de plus, de nombreuses régions avaient rédigé un état des lieux et un bilan sur le premier plan national d'action, sur leur déclinaison régionale. Et la plupart sont disponibles sur le site internet du PNA et sont consultables. Donc, vous pouvez aller voir ces ressources-là. Et concernant les forces et les faiblesses, elles avaient été évaluées et on les a utilisées pour rédiger le nouveau PNA, puisque une des faiblesses, c'est qu'il n'y avait que 4 espèces à l'ancien plan. Maintenant, on a 38 espèces les plus menacées de France métropolitaine. Et on a conservé la force d'avoir un réseau d'acteurs qui est vraiment très dynamique et qui permet de conserver au mieux les espèces de papillons menacés. Un complément, Xavier Ouard?
Non, c'est tout à fait ça, comme l'a rappelé Gaël. Quand on a fait la rédaction du nouveau plan PNA en faveur des espèces de papillons de jour menacés, on a d'abord réfléchi à tout ce qui avait pu marcher, à conserver tout ce qui avait fonctionné dans la mise en œuvre du premier PNA, maculinéa, mais aussi odonate, puisque les deux ont fonctionné de pair et ont apporté d'excellentes réussites. Et on s'est servi de ces réussites pour les démultiplier à une échelle un peu plus vaste, donc en augmentant le nombre d'espèces, comme l'a rappelé Gaël, donc, ce qui nous permettait d'intervenir sur de plus nombreux milieux, plus nombreux habitats favorables à nos papillons menacés. Et puis surtout, comme ce sont les gens qui mènent les actions, de sacraliser toutes les actions qui permettaient de mettre au travail les gens et de les concerner pour la préservation des papillons les plus menacés. Donc c'est vraiment l'esprit qui nous a guidés au moment de la rédaction, se servir des réussites et d'essayer de contourner les écueils qu'on avait pu rencontrer lors des 5 premières années. Ça a été quoi les plus gros écueils? Les plus gros écueils, c'était en fait la mise en place. Hein. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'avant 2010, pour les insectes, on s'occupait très peu de conservation. Hein. Comme l'a rappelé Gilles Boeuf, on s'occupe que de ce qu'on connaît et de ce qu'on aime. Enfin, on a un prisme humain. Et en fait, les insectes, ça n'était que l'affaire de quelques spécialistes amateurs qui discutaient pas beaucoup avec le monde de la conservation de la nature. Donc, il a fallu rapprocher ces deux sphères, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de percolation de connaissances entomologiques dans la sphère de la conservation, les gestionnaires de réserves, les gestionnaires d'espaces naturels en général. Et puis ensuite, faire en sorte que dans ces plans de gestion des espaces protégés, on intègre les préoccupations, les besoins de nos papillons les plus menacés. Donc le premier écueil, c'était le fait que ces gens-là se regardaient un peu en chien de faïence, en méfiance, et ne se connaissaient pas, et qu'il a fallu nouer contact. Voilà. Ok. Alors, je ne sais pas si David App veut apporter une précision. Tout est dit par Gaël et Xavier sur l'évaluation. Donc, je ne sais pas si David souhaite apporter la parole de l'État sur le sujet de l'évaluation d'un plan national d'action. Oui, alors j'ai un problème de vidéo, excusez-moi, mais oui, il y a effectivement tout ce qui a été dit par l'OPI et on adhère totalement, nous, du côté du ministère de l'écologie, suite à l'efficacité, aux résultats vraiment pertinents du premier plan, au retour très favorable aussi du Conseil national de la protection de la nature, on avait été totalement séduit par l'idée de l'étendre sur ces 38 espèces. Donc pour nous, c'est vraiment, ce premier plan a vraiment nourri la réflexion de ce deuxième, et franchement, au-delà des quelques écueils effectivement liés au lancement du plan maculinéa, les résultats étaient vraiment à la hauteur de nos attentes. Merci. Donc sur ce point, je pense que on a répondu à la question qui avait été posée. On a plusieurs questions sur le damier de la Succise et plusieurs précisions aussi. Donc on nous dit lors de la présentation du damier de la Succise, il a été dit que cette espèce était présente en bordure de cours d'eau. Il y a parfois des sites sans proximité de cours d'eau, mais avec des conditions géologiques permettant d'avoir des prairies humides naturellement. Voilà, donc il n'y a pas qu'au bord des cours d'eau qu'on trouve le damier. Gaëlle? Oui. Oui, en effet, il y a 2 écotypes pour le damier de la Succise. Et c'est vrai que pour cette vidéo, on s'est concentré sur l'espèce de zone humide, mais il est vrai que l'écotype de prairie sèche ne peut pas correspondre aux mesures, enfin aux menaces qu'on observe dans cette vidéo et aux mesures proposées pour favoriser les populations de damiers de la Succise. D'accord. Alors, tu as répondu d'un seul à 2 questions, en fait, puisqu'il y avait aussi une autre question concernant l'écotype des pelouses sèches, qui ne sont pas abordées dans la vidéo, mais
mais tu viens de nous répondre. Alors, on a aussi une question beaucoup plus pratique qui s'adresse à Samuel. Je ne sais pas si tu es là, Samuel. Je suis là. Ok, là. Donc, une question de Pierre Fernandez. Bonjour. J'ai pour projet de devenir chargé d'études naturalistes. Ce PNA sur 10 ans, je pense, sera-t-il source d'offres d'emploi dans l'environnement dans les prochains mois? Et si oui, au sein de quelle structure? Alors, c'est un très beau projet. Est-ce que tu embauches, Samuel? Ben, il a déjà été source d'emploi puisque Gaël a été recruté spécifiquement pour animer au niveau national ce projet, hein, puisque c'est un projet sur 10 ans avec une ambition renouvelée, comme vient de le rappeler David. Dans ces déclinaisons régionales, c'est moins évident qu'il soit porteur d'offres d'emploi brutes complètement dédiées à ce projet. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il soutient des emplois dans les conservatoires d'espaces naturels, dans les autres associations naturalistes, hein, que ce soit le réseau de la LPO, le réseau de France Nature Environnement, tous ceux qui sont impliqués sur le terrain pour la connaissance et la protection. Il peut aussi soutenir des postes chez les aménageurs, puisque du coup, la prise en compte de l'environnement dans les projets d'aménagement devient une problématique de plus en plus forte et on voit fleurir de plus en plus de spécialistes de l'écologie des espèces et surtout des espèces menacées dans ces structures-là. Et puis bien évidemment les bureaux d'études qui continuent à accompagner ce genre de projet. L'autre porte d'entrée, c'est aussi la porte d'entrée chargée de mission Natura 2000, hein, comme on a pu le voir sur la vidéo sur le damier. Les programmes Natura 2000 sont très impliqués pour accompagner les politiques de protection de ces espèces. Voilà, donc il y a en ce moment pas mal d'offres régulièrement. À l'OPI, on recrute 1 à 2 personnes par an sur des thématiques très diverses. Mais on n'est pas les seuls, faut vraiment regarder partout. J'imagine que ce jeune homme connaît le réseau TEE, sur lequel en général la plupart des employeurs dans l'environnement postent leurs offres et c'est vraiment ça qu'il faut surveiller. Voilà, alors peut-être Samuel, la question suivante, tu peux aussi y répondre. Protéger les 38 espèces les plus menacées, c'est évidemment très bien, mais alors les autres espèces qui elles aussi sont menacées à plus ou moins court terme, qu'est-ce qu'on en fait? Le principe de ces gros programmes de conservation, c'est d'avoir un effet parapluie. C'est de pouvoir s'occuper de celles qui sont le plus menacées, pour lesquelles les enjeux sur les milieux, parce que c'est ça hein, que rappelait Gilles Boeuf dans son intervention, l'enjeu c'est vraiment d'arriver à sanctuariser les milieux, à faire en sorte que les pratiques humaines s'accordent aux réalités biologiques de ces espèces menacées. Et si on arrive à faire avancer ça de concert, si on arrive aussi à faire baisser la pression des pesticides et de cette agriculture conventionnelle qui est un très gros facteur d'impact sur ces espèces, et ben, toutes les autres espèces vont en profiter. Donc, c'est un choix. On se concentre sur ces espèces-là, mais l'idée de l'espèce parapluie qui va protéger les autres qui sont moins hautes dans les échelles de protection est bien présente derrière ces projets. Je ne sais pas si David App veut intervenir plus précisément là-dessus. Moi, j'aimerais ajouter aussi que les déclinaisons régionales, donc le PNA est décliné régionalement, et au sein des déclinaisons régionales, il est possible pour les opérateurs régionaux d'intégrer d'autres espèces de papillons menacés que celles du plan.
si dans cette région, elles ont un enjeu spécifique, un enjeu au niveau des populations qui déclinent, ou alors qu'elles elles ont un statut de menace particulier au sein de la région, elles pourront être intégrées au plan et bénéficier également d'actions de conservation qui bénéficieront à tout l'écosystème. Ok, et puis on a vu que, effectivement, protéger, on reverra plus précisément ce matin et la semaine prochaine, que protéger une espèce de papillon, c'est protéger tout le cortège d'espèces qui l'accompagnent. Je ne sais pas si. Je peux apporter une précision, Jean-Jacques? Ouais, vas-y. Oui, en fait, c'est une question moi, que je trouve très, très intéressante. Il est vrai que la grosse majorité des PNA sont ciblés sur des espèces. Donc, c'est des stratégies de conservation qui ont pour cible une espèce particulière ou un groupe d'espèces, mais à chaque fois, on va travailler sur les espèces en lien avec des problématiques liées à la niche écologique de l'espèce. La question posée, c'est mais quoi faire de l'ensemble des papillons? Et là, quand on parle de l'ensemble des papillons, on a une entrée sur la communauté. Et typiquement, sur la communauté actuellement, on n'a pas trop d'outils en termes d'action, sauf dans le cadre des PNA. Là, on peut parler du PNA sur les pollinisateurs, hein, qui va être renouvelé. Les papillons rentrent dans ce cadre de PNA, en fait, pollinisateur, parce que là, on cible une communauté. Et typiquement, sur la problématique de la pollinisation, c'est une problématique qui est principalement due à la disponibilité en fleurs, hein. Vous savez que les adultes de papillons vont se nourrir beaucoup de nectar et ce régime trophique est très, très important pour la dynamique des populations. Et ce que je veux dire par là, c'est que via d'autres plans d'action, on peut avoir une action sur la communauté. Voilà. Ok, merci pour cette précision. Alors, il y a aussi une précision de David App sur justement cette question des pollinisateurs. Il semblerait que ce sujet, la question des papillons de jour, n'est pas évoquée dans le PNA pollinisateur qui est en train d'être mis en place. Non, oui, c'est pas tout à fait ça. C'est effectivement le plan pollinisateur est très intégrateur de toutes les espèces de pollinisateurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément des actions ciblées sur les papillons très communs de jardin qu'évoquait notamment un des participants. Il y a d'autres outils qui existent, mais ce n'est pas forcément dans le cadre de ce plan. Je voulais juste réagir par rapport à la question de la prise en compte des autres espèces de papillons, menacées ou pas d'ailleurs. De plus en plus en région, on a effectivement des listes rouges en faveur des papillons, les papillons de jour. Et comme l'a rappelé tout à l'heure la secrétaire d'État, Madame Abba, on a tout un dispositif de protection via des entrées espèces ou via des entrées espaces qui permettent effectivement de s'impliquer sur la protection de ces espèces, que ce soit les réserves naturelles, que ce soit en termes de connaissances, l'acquisition de connaissances, les SNIEF. Donc voilà, le PNA est un outil très pertinent pour permettre la protection des espèces de papillons menacés, mais il s'inscrit dans toute une gamme d'autres outils qui concourent aussi à la préservation de ce groupe. Ok, merci pour ces précisions. Donc, merci pour toutes vos interventions. On a bien compris dans les différents propos et notamment dans l'intervention de Gaël que le premier pilier de ce plan d'action, c'est la connaissance qu'il faut acquérir pour intervenir efficacement en matière de protection, et puis la connaissance déjà existante qu'il faut pouvoir mobiliser. Acquérir, compiler et rendre disponible des connaissances, c'est le métier de Pascal Dupont. On l'écoute tout de suite et il pourra ensuite répondre à nouveau à toutes vos questions et à toutes vos remarques. Pour mettre en place des mesures de protection pertinentes et efficaces, il faut commencer par recueillir de la donnée, des informations sur les espèces qu'on entend protéger, ça paraît évident. En France, à l'échelle nationale,
c'est la fonction, la mission de l'unité mixte de service Patrinat, Patrinat pour patrimoine naturel. C'est donc un service qui regroupe des scientifiques, des chercheurs venus du Muséum d'histoire naturelle, du Muséum national d'histoire naturelle, de l'Office français de la biodiversité, c'est votre cas, Pascal Dupont, et du CNRS. Alors, l'UMS Patrinat gère à l'échelle nationale le SINP, qui est le système d'information sur l'inventaire du patrimoine naturel. Le SINP existe depuis 2006 et c'est la plateforme qui agrège toutes les données naturalistes en France. Toutes ces données donc, qui sont agrégées par le SINP, d'où est-ce qu'elles viennent, Pascal Dupont? Eh bien, ces données qui alimentent le SINP, en fait, elles ont plein d'origines. À partir du moment où les gens produisent des données, nous ce qu'on appelle ça, c'est des données d'occurrence, des données d'espèces observées par quelqu'un à un endroit donné, ça devient une donnée qui peut être partagée par le SINP et tout le monde peut partager sa donnée. J'ai vu un coquelicot à tel endroit avec des coordonnées GPS, c'est une donnée. C'est une donnée et cette donnée peut être partagée par le SINP. Vous me dites que ces données ont beaucoup de sources, donc j'imagine que ce sont des professionnels qui les fournissent, mais pas seulement. Non, non, ce n'est pas seulement les professionnels. Alors ça, évidemment, on a beaucoup de professionnels qui, dans le cadre de leur travail, font des inventaires, récoltent de la donnée sur le terrain, etc. C'est qui ces professionnels? De qui s'agit-il? Alors, principalement, ce sont des associations naturalistes. Typiquement, un exemple, on travaille en partenariat avec la Société d'études et de protection des mammifères en France, dont les adhérents vont récolter des données sur les mammifères et la société gère ces données, etc., et le transmettre au SINP. Typiquement, on a des associations régionales aussi qui font la même chose, des associations régionales qui travaillent sur les libellules, les papillons ou les oiseaux, qui font exactement la même chose. L'autre source de données, ce sont des organismes qui gèrent des espaces naturels, et pour la gestion des espaces naturels, ils ont aussi besoin de faire des inventaires. L'un des principaux réseaux, c'est le Conservatoire régional des espaces naturels. Donc ça, en fait, ce sont les SEN, et les SEN aussi gèrent de la donnée sur leur territoire. Oui, sur leur territoire, et partagent les données via le SINP. Alors ça, c'est la partie alimentation par des pros, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des amateurs, monsieur et madame tout le monde, et c'est le domaine des sciences participatives. C'est le domaine des sciences participatives, avec des programmes, principalement des programmes nationaux. Donc on a différents types de programmes participatifs, on en a même deux types, c'est assez important. On a des programmes de sciences participatives qui sont liés à des protocoles, où on demande au grand public, avec un petit protocole, de récolter des données. Alors on a des programmes sur les oiseaux, on a des programmes sur les chauves-souris, on a des programmes sur les papillons. Alors par exemple, le suivi temporel des oiseaux communs, le stock, oui, c'est de la science participative et ça relève effectivement de cette partie protocolée? Exactement. Le stock, c'est l'un des premiers programmes de sciences participatives, dont ceux qui récoltent les données sont plutôt des professionnels. Ah oui, on n'est pas du côté amateur. C'est des professionnels qui connaissent bien les oiseaux. Alors ça peut être aussi mais en général, ce sont des spécialistes. Donc les amateurs, ce sont des amateurs éclairés. Ce sont des amateurs éclairés. Voilà, mais on a des programmes de sciences participatives qui font intervenir ce que l'on appelle le grand public, même si derrière ce mot, en fait, c'est plein de gens qui sont relativement différents. Par exemple? Alors l'un des programmes qui a été mis en place et qui marche très fort, qui a été mis en place depuis 2010, c'est Spipol. C'est le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Oui. Et Spipol, c'est assez simple. On demande aux gens de prendre des photos de choses qui leur semblent différentes. Ce sont des insectes. Et en fait, ils choisissent une typologie florale et une fleur. Et sur cette fleur, n'importe qui peut prendre des photos de tout ce qui leur semble différent. Et l'ensemble de ces données sont transmises dans une base de données. Ces données qu'on a collectées, soit via des protocoles, soit de façon opportuniste, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, ces données, déjà, nous, on les gère, et on les gère au niveau du SINP, au niveau des plateformes régionales, parce qu'il y a des plateformes régionales du SINP, ça c'est très important. On a une plateforme nationale qui regroupe toutes les données, sont regroupées à l'échelle nationale.
Et ces données sont diffusées et partagées pour tout le monde. Maintenant, c'est-à-dire que tout le monde peut les utiliser. Alors, utiliser pour quoi faire? La première chose que l'on fait avec, ce sont des cartes. C'est-à-dire qu'on a une bonne idée de la répartition des espèces au cours du temps, parce que très souvent, on informatise même des données qui sont anciennes. D'accord. Ça, c'est très important d'avoir On récupère des données historiques. Effectivement, on récupère des données historiques, et ça, c'est très important, parce qu'en analysant, en analysant les données historiques par rapport à ce qu'il y a maintenant, c'est là où on voit des choses qui se passent, on a des régressions. Et c'est là où on pleure. Hein, c'est là où on pleure. Oui, et c'est là où on pleure pour certaines espèces. Après, ces régressions, ils ont différentes origines. Hein. Ça peut être lié au changement climatique, ça peut être la plupart du temps lié à l'homme, à son impact sur l'environnement. Donc là, voilà, on fait des cartes. Et à partir de ces données, en fait, à partir de l'analyse des données de répartition, c'est là où on peut mettre en place des stratégies de conservation. On peut mettre en place des systèmes de protection. C'est parce qu'une espèce devient rare, très menacée, qu'on peut mettre en place des dispositifs de protection. Par exemple, un plan national d'action sur les papillons de jour. Oui, typiquement, le rôle du plan national d'action, c'est d'analyser toutes ces données pour mettre en place des stratégies de conservation qui soient le plus pertinentes possible. Mais ces données, qui peut y avoir accès? Si je m'intéresse à un papillon bleu, est-ce que je peux aller chercher papillon bleu sur le SINP? Alors, pour l'instant, papillon bleu, non. Ça va être un peu vaste, un peu vague. Oui, papillon bleu, non pas. Tu dis maculinea, déjà, je vais y arriver? Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous connaissez un nom scientifique et un nom vernaculaire d'une espèce, vous pouvez avoir les données. Le problème de papillon bleu, c'est que derrière papillon bleu, ça peut marcher relativement bien dans le nord de la France, où on n'a qu'une seule espèce. Dès que vous descendez dans le sud, vous allez avoir une dizaine d'espèces. Donc, vous ne pouvez pas avoir en fait une espèce derrière papillon bleu. En fait, j'ai posé deux questions. C'est comment est-ce que je dois faire, mais aussi, est-ce que moi, j'ai le droit d'y aller? Oui. Oui, vous avez le droit d'y aller. Comment faire? On a maintenant un portail qui permet de voir toutes les données. Ce portail s'appelle OpenOps. Open parce que maintenant on est dans l'open data, donc tout le monde peut aller voir les données, et tout le monde peut aller voir les données. Tout le monde peut rechercher les données, et tout le monde peut les télécharger. Est-ce que je vais comprendre si je ne suis pas un spécialiste? Alors, si vous n'êtes pas un spécialiste, si vous connaissez un peu, si vous recherchez des espèces qui vous intéressent, par exemple le rouge-gorge, vous allez avoir les données du rouge-gorge en France. Vous pouvez les télécharger. Après, évidemment, en fait, quelqu'un qui s'intéresse au rouge-gorge, simplement, il veut voir où il y en a. Donc, il va y avoir les cartes, etc. En fait, ces personnes-là ne vont pas forcément télécharger les données. Hein. Ce sont plutôt des professionnels qui ont besoin des données, qui vont les télécharger pour travailler. Et ces professionnels, ce sont des professionnels qui sont liés à la protection de la nature. Donc, il y a beaucoup d'associations en France qui sont intéressées avec ces données. Mais ça peut être aussi des gens de la recherche aussi, qui peuvent travailler sur ces données pour faire des études un peu plus poussées. Vous me disiez qu'on intègre des données historiques. Le SINP existe depuis 2006, donc j'imagine que depuis 2006, on a beaucoup de données. On intègre des données antérieures. Il faut combien de temps de recul? Il faut qu'elle recule, voilà, pour pouvoir tirer des conclusions pertinentes sur l'évolution d'une espèce. Alors, sur l'évolution d'une espèce, en majorité des cas, on s'accorde à dire qu'il faut à peu près 10 ans. En 10 ans, on commence à voir l'évolution des espèces. 10 ans de recul, c'est pour ça que le plan national d'action sur les papillons de jour est prévu pour 10 ans? Oui. Historiquement, les plans d'action ont été prévus sur des courtes durées, mais on voit très bien qu'en termes de biodiversité, à partir du moment où on travaille sur du complexe, on a besoin de plus de temps. Donc maintenant, les plans d'action, la plupart des plans d'action vont sur le long terme, sur le 10 ans. Et parce que, en fait, c'est sur 10 ans qu'on peut voir un peu, on peut voir si les actions qu'on mène ont un impact. Autrement c'est très difficile de voir, si on n'est pas sur le long terme, que les actions qu'on mène ont un impact en fait réel. Ça veut dire que pendant 10 ans, on avance un peu dans le brouillard, quoi. Il faut faire et se dire, on verra après, dans 10 ans, si ce qu'on a fait avait du sens. Non, c'est-à-dire que dans le cadre du plan d'action, donc on a des actions qui sont bien prévues sur les 10 ans. Et notamment, là maintenant, on a déjà eu un état des lieux sur la plupart des papillons. Je rappelle qu'on a eu avant un plan d'action qui était sur quelques papillons, mais déjà certaines régions avaient travaillé sur plein d'espèces. Donc on a déjà un état des lieux qui est là. Et dans le cadre du plan d'action, maintenant, dans toutes les actions que l'on mène, on a des indicateurs de suivi qu'on va mettre en place au cours du temps pour voir si les actions que l'on mène sont pertinentes ou pas, ont une action réelle.
les observations de terrain donc, elles se font à un instant T, elles renseignent sur la présence de l'espèce et sur son état apparent, mais elles ne renseignent pas, j'imagine, sur la biologie de l'espèce, ses comportements, etc. Non, voilà, ça c'est quelque chose d'important. En fait, le SCNP jusqu'à présent travaillait exclusivement sur ce qu'on appelle l'occurrence. Oui. Donc j'ai expliqué tout à l'heure, quelqu'un a observé cette espèce à un moment donné, à une date donnée, mais ça c'est un constat. Et en fait, si on veut travailler sur mieux comprendre l'évolution des espèces et l'évolution des populations, il faut aussi avoir des données sur ce qu'on appelle des traits de vie. Oui. En gros, elles sont carnivores, herbivores, etc. En fait, sur les relations qu'il y a entre les espèces. Donc là, on a besoin de travailler sur ce qu'on appelle, nous, les communautés, pour voir à peu près comment ça fonctionne au niveau des écosystèmes. Et ça va être aussi, mais c'est le rôle aussi du SCNP. Hein. Les données du trait de vie sont des données qui rentrent dans le SCNP. Mais là, pour acquérir ces données, pour l'instant, c'est vraiment des professionnels qui vont sur le terrain, enfin des professionnels et des amateurs très éclairés qui vont sur le terrain pour recueillir toutes ces données. Des questions, des remarques, des observations, des compléments d'information. Pascal, qui était là en boîte, en vidéo, il est en live avec nous, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Je rappelle aussi que Gaël est toujours avec nous, ainsi que David App de l'Adréal et Xavier Ouard et Samuel Jolivet de l'OPI pour répondre donc à toutes vos questions ou apporter des compléments si vous le souhaitez. Alors, Pascal, on te demande, en ce qui concerne l'alimentation du SINP, qu'en est-il des agents de terrain de l'OFB? Est-ce qu'ils t'envoient leurs données? Oui, en fait, les agents de terrain, ça, c'est un travail que l'on mène. Bon, vous savez, déjà, pour vous dire, c'est que l'OFB est quand même un organisme assez jeune, qui date de 2017. Et puis, en plus, depuis 2020, on a accueilli nos collègues de l'ONCFS. Et dans chacune de ces structures, historiquement, à l'OFB, il y avait deux structures que les plus anciens connaissent. Donc, ce sont l'ONEMA et puis l'ONCFS. Et ces structures géraient leurs propres données dans les bases. Actuellement, nous faisons un travail pour mieux gérer ces données donc, au sein de l'OFB. Et ces données vont intégrer en fait le SCNP via la plateforme nationale. C'est ce qui semble se décider actuellement. En gros, ça se passera exactement comme un autre organisme public qui s'appelle l'ONF. L'ONF recueille des données, mais recueille des données dans son propre outil, et ces données sont versées ensuite au SCNP, mais via la plateforme nationale. Alors, ça va alimenter une question qui a été posée, enfin ça fait le lien avec une question qui a été posée. Quels outils permettent de traiter des données d'origine extrêmement diverses et de bien évaluer leur fiabilité? Là, il y a deux parties dans cette question. La première partie que je vais traiter, c'est la problématique de la qualité de la donnée. Alors, la qualité de la donnée, elle a il y a plusieurs paramètres, mais le paramètre le plus important concernant la qualité de la donnée, c'est l'exactitude de la détermination de l'espèce au niveau de la donnée. Ça, c'est un premier paramètre. Alors actuellement, dans le cadre du SCNP, il y a des processus de validation qui seront mis en place avec deux niveaux. Un niveau qui s'appelle des processus de validation qui est automatique. Et en plus, on se dirige de plus en plus vers ce processus de validation qui est automatique parce que le SCNP, actuellement, c'est plus de 60 millions de données. Vous voyez bien que pour 60 millions de données, il est difficile de voir les données une à une. Donc, on met en place des processus de validation automatique avec des référentiels pour voir la qualité de la donnée
Et par rapport à la détermination, nous, on essaie de mettre en place un référentiel, notamment sur les papillons, sur la difficulté de détermination, qui va aider à l'automatisation de cette validation. Et la deuxième façon de valider les données, c'est une validation manuelle, là, qui fait appel à l'expertise. Mais de plus en plus, on voit, vu le nombre de données, que cette validation manuelle est difficile à mettre en place parce que, parce que le volume de données il est trop important. Maintenant, il y a le problème de la qualité de la donnée et il y a la problématique de la qualité de l'utilisation. Là, c'est en lien avec ce qu'on a parlé précédemment. C'est en fait, on dit qu'on a deux types de données. On a des données qui sont protocolées et des données qui sont opportunistes. Typiquement, on peut vraiment analyser, maintenant, on a des outils statistiques pour analyser les données opportunistes, mais il faut des gros volumes de données. Et typiquement, il est beaucoup plus intéressant de faire des analyses statistiques pertinentes lorsqu'on a en même temps les deux types de données, en même temps des données protocolées et des données opportunistes. C'est pour cela que des programmes de sciences participatives comme le STERF sont hyper importants, parce que le STERF nous permet d'avoir des données protocolées qui nous permettent de faire des analyses sur l'évolution des populations, et associées aux données opportunistes, ça nous permet de multiplier en fait les usages et les analyses. Il faut les deux types de données pour avoir un usage pertinent. Alors, justement, puisque tu parles du STERF, on a une question là-dessus. Le STERF est prévu pour une durée de 5 ans. Est-ce que, comme pour le PNA, le STERF est, donc je rappelle que c'est le suivi temporel des rhodopalocères de France, et est-ce que le STERF est souhaitable pour une période plus longue? Et une autre question qui va dans le même sens, 10 ans, ça paraît un peu faible pour avoir un impact grâce aux mesures prises. Les résultats du STERF semblent montrer que c'est insuffisant. Alors, il y a une question qui porte sur le STERF lui-même et une question plus large sur la durée du PNA. Alors, sur le STERF… Il y a peut-être un petit peu de confusion parce que le STERF, c'est un programme permanent, c'est un programme de suivi permanent et du coup, il n'y a pas de durée de limitée. C'est juste que pour pouvoir avoir des séries temporelles qui soient informatives, sur lesquelles on puisse s'appuyer pour consolider la gestion, 5 ans, ça paraît raisonnable à l'heure actuelle par rapport aux séries de données qu'on peut avoir. Néanmoins, à partir du moment où on va développer l'engrangement des données d'observation via le STERF, qui est un programme permanent, 3 ans, ça sera suffisant pour pouvoir commencer à avoir des tendances de plus en plus robustes. C'est le nombre de données qui sont disponibles qui va pouvoir permettre de consolider cette approche. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il nous faut commencer à avoir 10 ans de recul avec les données des années 2000 pour pouvoir commencer à réfléchir sur la portée de nos actions. Mais le but étant de consolider vraiment la récolte de données via le STERF pour que cette réponse soit le plus immédiate possible. Parce que les insectes et les papillons, qui sont un groupe indicateur pour ça, répondent quasiment instantanément d'une saison sur l'autre aux modifications des gestions. Donc, c'est tout l'intérêt de se servir de ce groupe indicateur comme clé d'entrée pour modifier les actions qu'on peut avoir sur les écosystèmes et préserver leur cortège. Alors, il y a une question sur la durée du PNA lui-même. 10 ans, ça suffit? Alors, 10 ans, c'est mieux. Parce que là, par rapport aux actions qu'on a inventées, qu'on a reconçues en équipe, on s'est aperçu que les 5 ans habituels ne permettaient pas d'avoir le retour sur les actions. Encore une fois, il s'agit d'un cadre administratif pour le suivi général. 10 ans, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on s'est aperçu dans les écueils du premier plan, notamment, qu'en 5 ans, on avait du mal à mettre en place les programmes de conservation qui étaient les plus adaptés à nos cortèges de maculinéa. Donc là, on est passé à un grand nombre d'espèces supplémentaires, donc ça demande beaucoup plus de réflexion, de temps de mise en œuvre. Et puis, quand on avait réussi à mettre en place les programmes, souvent parce qu'ils étaient déjà dans les tuyaux, déjà sur des sites où on avait commencé à s'intéresser à la préservation de ces papillons,
Natura 2000, notamment dans des réserves où il y avait un conservateur qui était en avance sur la connaissance des papillons, ils avaient déjà mis en place des choses. Eh bien, 5 ans, ça ne permettait pas de valoriser le travail accompli. Donc, c'est pour ça qu'on a agrandi suffisant, parce que comme ça, on pourra avoir la séquence globale de l'état des lieux, la mise en œuvre du programme d'action et récolter les fruits de ces actions pour les valoriser. Et là, on a commencé dans le PNA par faire un gros travail de valorisation et de communication. Donc, le séminaire d'aujourd'hui en est un exemple, pour pouvoir déjà valoriser les fruits du précédent et du passage de témoins à un grand plan sur 38 espèces. Merci. Alors, on a une question pour Pascal, une question assez pointue. Les données d'occurrence compilées au niveau national par le SIPN sont-elles partagées au niveau mondial via la base de données GBIF? Alors là, je me contente de lire ce qu'on m'a envoyé parce que la base de données GBIF, je ne sais pas ce que c'est, mais tu vas nous expliquer. Alors le GBIF, le GBIF est une institution internationale qui partage toutes les données récurrences, en fait, qui sont récoltées dans le monde entier. Et effectivement, donc le SCNP en fait, toutes les données qui sont partagées par le SCNP sont ensuite partagées par le GBIF. Pour information, le GBIF France maintenant est intégré à l'UMS Patrinat, donc ce sont mes collègues. Donc, effectivement, toutes ces données du SCNP sont partagées. Et pour information aussi, comme les données sont partagées mondialement, typiquement, l'année dernière, on a reçu énormément de données concernant la France venant de muséums d'Allemagne, en fait, des États-Unis, qui ont des espèces en collection dans leur musée et qui partagent les données avec le GBIF international. Et nous avons intégré en fait, ces données-là, ces données qui concernaient la France, dans le SCNP national. Donc, le partage des données est maintenant mondial. Ça signifie qu'il y a des entomos ou des ornithos allemands, anglais, enfin de différents pays européens ou autres, qui eux-mêmes compilent des données en France parce qu'ils sont en vacances, parce qu'ils sont par là, parce qu'ils passent par là, ou parce qu'il y a des programmes. D'où viennent ces données? Alors oui, évidemment, la France est un pays encore, même si nous, comment dire, on voit une nature qui se dégrade. Pour certains collègues européens, venir au tourisme en France pour observer des papillons, c'est super, hein. Vous avez même des butterfly watching, hein. Vous avez des Anglais qui ont monté des gîtes spécifiques pour voir les papillons, notamment dans les Pyrénées. Donc ça existe. Donc évidemment, on a plein de collègues européens qui viennent en France pour observer les papillons. Alors, en fait, lorsque ce sont vraiment des professionnels et qui observent et collectent les papillons pour les mettre en collection, pour travailler avec, en général, ça passe par les musées et là, on récupère les données. Toutes les données un peu opportunistes qui sont notées dans les carnets de terrain, on a des difficultés à avoir ces données, sauf avec certaines structures, notamment pour les papillons. On a un ensemble, en fait, les amateurs de papillons européens se sont regroupés dans une structure qui est pilotée par des Anglais et qui permet d'animer en fait, des fanas de papillons qui disent là, vous pouvez aller en vacances là vous pouvez aller en vacances là. Et ces données sont regroupées. En fait, les données récoltées par les adhérents sont synthétisées et sont retransmises en ce qui concerne les papillons pour cette association-là. Toutes les données reviennent au SCNP en France. Alors, on a encore une question sur cette collecte de données. Une question d'Anthony Bao. OpenOps est-il utilisé par des bureaux d'études pour des études d'impact de projets d'urbanisme pour faire un état des lieux et une analyse des impacts environnementaux? Ça, c'est sur les… Tu peux répéter le début de ta question, Jean-Jacques? Ouais. OpenOps est-il utilisé par des bureaux d'études pour des études d'impact de projets d'urbanisme? Alors, je ne sais pas si… Oui, j'ai compris. Est-ce qu'OpenOps est utilisé pour verser les dossiers recueillis à l'occasion d'études d'impact, les données recueillies à l'occasion d'études d'impact, ou est-ce qu'il est utilisé pour faire ces études d'impact? Non.
Alors, les données des études d'impact, maintenant, en fait, c'est une obligation, sont versées dans une plateforme particulière qui s'appelle Dépôt Bio. Donc, et les données des études d'impact intègrent ensuite le SINP. Par contre, effectivement, en fait, comme OpenOps, hein, je l'ai dit dans la présentation, OpenOps, derrière OpenOps, en fait, il y a le terme open, donc les données sont publiques. Et effectivement, les bureaux d'études se servent d'OpenOps en fait, pour avoir des informations sur les espèces. Alors, dans ce cadre-là, Il faut peut-être repréciser, parce que on s'adresse pas forcément à un public uniquement de oui, spécialistes, que lorsque il y a un projet d'aménagement, une voie ferrée, une route, une autoroute, une zone commerciale, je ne sais quoi, un entrepôt Amazon, ou voilà, on doit au préalable réaliser une étude d'impact, et donc le maître d'ouvrage missionne un bureau d'études pour réaliser cette étude d'impact, et la loi oblige, je parle sous ton contrôle, Pascal, hein, la loi oblige ces bureaux d'études à verser les données qu'ils recueillent à l'occasion de ces études d'impact au SINP. Oui, oui, ça c'est dans l'obligation, ça passe dans Dépôt Bio. Ensuite, les données sont transférées au SINP et sont partagées. Mais là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Toutes les données des espèces ne sont pas forcément partagées. On a des espèces que l'on considère comme sensibles. Chaque région doit mettre en place une liste d'espèces pour lesquelles le partage de la donnée, en fait, c'est quelque chose de sensible et qui peut avoir en fait un impact sur l'espèce elle-même, typiquement des sites de nidification pour les oiseaux, etc. Donc, on a pour certaines espèces, on considère que pour certaines espèces, ces données sont sensibles. Elles sont visibles dans le SINP, mais pas la précision géographique de la donnée source, en fait, de la donnée telle qu'elle a été recueillie. Mais ces données sont visibles. Il y a des métadonnées qui sont attachées à ces données. Et si un bureau d'études, par exemple, veut avoir plus de précision sur la donnée, il peut le demander. OK. Les données papillons saisies sur Faune France, qui est la plateforme gérée par la LPO, ces données alimentent-elles le SINP? Alors, la réponse est oui. Oui. Donc, on a une convention avec la LPO pour le partage des données de Faune France. Alors, il faut savoir quand même cependant que dans cette convention, le partage sur les données de Faune France se font exclusivement. En fait, toutes les données ne sont pas partagées. On a une information, on va résumer, c'est une espèce par an par commune. C'est-à-dire que si sur une année, il y a un observateur qui avait plusieurs fois une espèce dans une même commune, ce qui est partagé, c'est une seule donnée en fait. Ce n'est pas l'ensemble des données. OK, donc c'est un abstract des données. Donc, c'est un partage partiel. OK. Alors, question plus générale, peut-être pour Gaël ou pour David. Est-il prévu des PNA sur les papillons d'outre-mer, notamment dans les Antilles? Je peux répondre si vous voulez. Donc, comme l'a expliqué Gaël sur la genèse du PNA, pour pouvoir faire un PNA, la logique, c'est de protéger et de mettre en place des actions sur les espèces menacées. On doit partir d'une évaluation des menaces. Donc, il faut que le territoire puisse disposer au moins d'une liste rouge, quoi. Donc, on peut imaginer qu'à partir du moment où, sur l'île de la Réunion, par exemple, on aura une liste rouge des papillons de la Réunion, on va pouvoir mettre en place un PNA réunion des papillons, quoi. Pareil pour les petites Antilles, pareil pour la Guyane. Ça va partir d'abord d'une évaluation des menaces. Alors, c'est plus facile de l'imaginer sur des territoires insulaires où on pense que rapidement, on aura une connaissance et un accès à cette évaluation
assez vite. Par contre, sur une partie continentale d'Amérique du Sud comme la Guyane, où on découvre encore des dizaines d'espèces de lépidoptères chaque année, c'est très compliqué. Donc, le PNA, pour l'instant, il est métropolitain parce qu'on a une liste rouge rattachée à la liste rouge continentale européenne et on a des perspectives sur le fait que certaines espèces sont dans une trajectoire de menace et de disparition imminente et que c'est pour ça qu'il faut mettre des actions dessus. Dès lors qu'on pourra l'avoir sur les territoires d'outre-mer, cette évaluation-là, on pourra enclencher un processus de rédaction de PNA. Alors, une question qui est adressée à Samuel, mais je pense que vous tous pouvez contribuer à la réponse. Connaissez-vous des outils pédagogiques pour faire découvrir l'écologie et la biologie des papillons pour un public scolaire de primaire, ou bien des pistes pour consulter des fiches pédagogiques sur Internet? On peut déjà commencer par répondre que les vidéos... Sur Internet, il n'y a pas de choses disponibles tout de suite. Par contre, c'est un des travaux du plan que de faire en sorte que le maximum de ressources, et on le voit notamment avec le plan, on n'avait pas du tout prévu le fait qu'on soit en mode confinement, déconfinement, mais il avait prévu que sur une plateforme de partage numérique, on puisse disposer d'un maximum de ressources et les ressources pédagogiques en font partie. Néanmoins, il existe des documents qui sont mobilisables pour les enseignants pour le primaire. C'est la mallette pédagogique Papillon qui a été faite par les clubs CPN. Donc, le club CPN qui s'appelle la ULOT. Qui est connu de tous les enseignants. Hein. La plupart des écoles françaises ont un abonnement à cette revue naturaliste et pédagogique. Et il y a une mallette pédagogique qui a été faite il y a à peu près 20 ans, mais qui est toujours d'actualité pour comprendre la biologie des papillons et l'intérêt de les préserver. La mallette Papillon de jour est magnifique, avec plein d'outils, des petits jeux à adhérer en carton à l'intérieur pour pouvoir ensuite les mettre en œuvre avec les enfants, et puis des tas de ressources qu'on peut copier à l'intérieur de cette mallette pour pouvoir faire la connaissance avec le monde des papillons. Ok, alors on a une question. Avez-vous des informations sur l'évolution de la législation actuelle sur la protection des papillons de jour, réglementation des chasses, voire interdiction de la collecte et plus encore de la commercialisation? Peut-être c'est une question pour la DREAL, ça? C'est une question qui relève de la réglementation? Une réponse très, très générale. Hein. Aujourd'hui, donc, il y a un arrêté ministériel de protection de certaines espèces de papillons de jour au niveau national, plus très ponctuellement, et notamment sur l'Île-de-France, un arrêté ministériel de protection. Je laisserai Xavier et Pascal préciser là-dessus. À ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de chantier en cours pour revoir la liste à court terme. Et peut-être qu'à l'OFB ou à l'OPI, ils ont des informations que je n'ai pas. Pour la liste nationale, ce n'est pas du tout dans les projets, comme tu l'as expliqué, David. Par contre, dans les objectifs du PNA, vu qu'on a d'activer le maximum de prise en compte régionale, et vous savez que maintenant, les régions, en lien direct avec l'Europe, par différents programmes État, région, Europe, ont une puissance d'action sur la conservation de la biodiversité qui s'accroît d'année en année. Certaines régions ont l'objectif de doter d'une liste d'espèces protégées, de papillons protégés. Il en existe déjà une en Île-de-France qu'on essaye de remettre à jour et de réviser parce que la connaissance a beaucoup avancé depuis le moment où elle a été promulguée. Mais beaucoup de régions ont déjà dans l'idée de faire rendre cohérent les nécessités de protection sur leur territoire avec leurs enjeux. Et ça fait partie des objectifs des déclinaisons régionales du PNA papillon. Un complément, David? Non, pas de complément. En tout cas, effectivement, le ministère, j'ai consulté nos collègues à Paris, me disent que pour l'instant, il n'y a pas de chantier en cours de révision de liste. Mais effectivement, comme le disait Xavier, ça fait partie aussi de l'ambition du PNA. Ok, alors, nos villes deviennent de plus en plus grandes, les espaces publics sont
plutôt meublé entre guillemets, de plantes décoratives. Y a-t-il des projets pour réintroduire des plantes hôtes, des papillons, prunelliers, chardons, orties, et d'avoir des corridors de biodiversité à travers les villes afin de permettre un brassage génétique? Est-ce que ça fait partie des orientations du plan d'action, ça? Juste une petite information là-dessus. On a vraiment insisté dès le début du nouveau plan à faire travailler les entomologistes et les botanistes. Et au sein du comité de pilotage en faveur du PNA Papillon de jour, on a effectivement des botanistes, alors qu'ils ont généralement aussi une sensibilité, voire même une expertise dans le domaine des insectes. Mais vraiment, c'est vraiment un des enjeux forts de ce plan. Et par exemple, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des discussions actuellement entre la communauté entomologiste et le Conservatoire botanique alpin, par exemple, pour travailler ensemble et essayer d'identifier des hotspots à la fois pour les plantes hôtes des papillons et les espèces les plus vulnérables de papillons de jour. Mais pas spécialement en ville. Mais effectivement, ça ne répond pas à la question par rapport à l'aspect urbain. Mais ça, effectivement, il y a une volonté à travers ce plan de mutualiser un peu les expertises dans ces deux domaines naturalistes. Par rapport à l'aspect urbain, il faut bien comprendre que les 38 espèces qui restent nos espèces cibles et qui restent notre cœur de problématique, les espèces menacées en général, ne vivent pas dans le milieu urbain et vivent dans une nature qui est encore préservée. Et celles qui sont en train de basculer et disparaissent le sont parce que cette nature qui était encore jusqu'alors préservée est de plus en plus atteinte. Donc, on a un aspect d'urgence. Malheureusement, sur l'environnement urbain, il est déjà tellement modifié, tellement dégradé que ce type de milieu, encore un tout petit peu naturel à certains endroits, n'intéresse pas notre problématique d'urgence de préservation des espèces les plus menacées qui disparaissent tout de suite. Alors, une autre question qui concerne la réglementation, ce sera la dernière ou une des dernières. Peut-on imposer à un propriétaire la protection d'une espèce, d'une des 38 espèces du PNA présentes sur son terrain? Question pour David, je pense. Une question de réglementation. Est-ce que la DREAL a des moyens pour imposer à un propriétaire? Moi, là, la question est quand même très, très, très précise. Et de toute façon, à partir du moment où effectivement une espèce bénéficie d'un statut de protection et que cette espèce est connue sur un site, il convient de ne pas détruire ni l'espèce ni l'habitat généralement. Donc, il n'y a pas lieu d'imposer quoi que ce soit, si ce n'est effectivement veiller à ce qu'il n'y ait aucun impact négatif sur cette espèce et sur son habitat. Encore faut-il effectivement que l'information soit connue et partagée avec le propriétaire. Merci, merci pour vos précisions, merci à tous pour vos questions. Avant de laisser la parole dans quelques minutes à Samuel Jolivet pour un mot de conclusion, on va encore observer un papillon, la bacchante, qui appartient à la famille des Nymphalidae et à la sous-famille des Satyridae et au genre Lopinga. Voilà, je pense que j'ai tout dit sous le contrôle pointilleux et méticuleux de Pascal Dupont. Si j'ai fait une bêtise, il va me le dire. Mais alors, ce papillon-là, il a un drôle de nom. Les bacchanthes, dans le langage courant, c'est les moustaches, mais dans la mythologie grecque, les bacchanthes sont des femmes de mauvaise vie, des femmes débauchées, adoratrices de Dionysos et de Bacchus. Alors, est-ce que quelqu'un parmi les intervenants ou parmi les participants peut me dire d'où vient ce nom? Qu'est-ce qui vaut à notre papillon ce nom de femme débauchée adoratrice de Dionysos et de Bacchus? Alors, moi, je vais vous donner en fait une réponse. D'ailleurs, je n'ai même plus en tête, alors que je devrais savoir quel est l'auteur du nom latin. Pourquoi bacchante? Tout simplement, alors c'est peut-être lié au comportement, c'est peut-être lié au comportement des adultes qui sont souvent en lisière et qui volvent comme ça, et qui attirent l'œil
parce que c'est quand même un gros papillon avec des ocelles noires, donc ça attire l'œil. Alors, on a fait peut-être penser aux bacchantes, mais il faut savoir quand même qu'historiquement, à partir du moment où on a commencé à mettre des noms sur des espèces, notamment par Linné, il faut savoir que tous ces scientifiques du 18e et du 19e avaient, on va dire pour parler trivialement, bouffé du latin, du grec et de la mythologie en pagaille dans leurs études. Et quand ils ont, et c'est typique surtout pour les papillons, quand ils ont commencé à décrire les espèces, ils se sont amusés petit à petit à mettre des noms qui sont des noms de héros grecs, des noms de héros latins, des noms de dieux, etc. Et ça, c'était une habitude vraiment typique du début du 18e. Ils se sont un peu lâchés. Ok, merci pour cette précision étymologique, Pascal. Alors, allons donc voir à quoi ressemble une bacchante quand ce n'est ni une moustache, ni une femme de mauvaise vie. La réserve naturelle du ravin de Valbois, c'est un peu une miniature de la vallée de la Loue et du Lison. Et donc là, on a l'avantage d'avoir une très grosse diversité d'habitats. La bacchante, c'est une espèce plutôt de lisière forestière, donc qui a besoin de lisières qui sont étagées, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs hauteurs de végétation différentes, il faut que ce soit progressif. Elle n'aime pas une lisière de résineux, par exemple, qui est complètement rectiligne. C'est un papillon forestier, mais de forêt bien particulière, donc de forêt claire, parce que la chenille se développe sur des grandes graminées, et pour que ces grandes graminées soient présentes, il faut de la lumière. Donc naturellement, en tout cas au moins dans le contexte ici régional, elle va être dans les chênaies. Une espèce forestière, mais qui n'a pas besoin que de la forêt, d'où un peu la complexité en fait, de sa conservation. Et comme beaucoup d'espèces, il y a souvent besoin d'une mosaïque et d'une forte hétérogénéité. Elle a besoin que ce soit quand même un minimum ouvert, donc quand les milieux sont trop refermés, elle peut plus retrouver les conditions nécessaires à sa reproduction. En général, c'est entretenu par les animaux sauvages, mais ça peut demander l'intervention humaine pour pouvoir réouvrir les milieux correctement. Mais naturellement, elle n'a pas besoin d'intervention. Elle se déroule toute seule à partir du moment où elle est dans son habitat, qui sont ses chênaies. On suit la bacchante depuis le début des années 2000, mais pas toute seule, mais au sein de l'ensemble du peuplement de papillons. Remondant, c'est un espace naturel sensible qui est géré par le conseil départemental du Doubs et le conservatoire botanique. Ils font des suivis tous les ans pour pointer tous les individus sur un transect défini à l'avance. Et comme ça, on peut avoir du recul sur l'évolution des effectifs au sein d'un site de reproduction. D'un point de vue quantitatif, on est sur des populations assez faibles. En Franche-Comté, elle est considérée comme vulnérable. Le département, en 2007, a validé sa politique d'espace naturel sensible et en fait, ça a été mené à l'aide d'un bureau d'études et accompagné des partenaires comme la Ligue de protection des oiseaux ou le Conservatoire botanique de Franche-Comté. Et donc le CBN a signifié au département l'intérêt de ce site, avec en particulier le volet papillon. Alors nous, il y avait le mélibé qui était l'espèce phare, mais il y a aussi le bacchante et le damier succise. Et puis le volet orchidée avec le spirante d'été. En 2012, on a eu une première vague de travaux concernant la réouverture du milieu. Donc principalement bûcheronnage, évacuation des bois par traction animale. Et puis au niveau de la fauche, on a intervenu de manière ponctuelle. Et puis on a eu donc l'aménagement du sentier d'interprétation. Il a été un chantier de plus grande envergure qui a duré de février à août. On a 8 points d'interprétation tout au long du sentier. Ces points permettent de faire un focus sur une particularité du site. Donc ça permettait à la fois de valoriser la richesse du site qui n'était pas connue, y compris par les habitants de la commune, et de bénéficier d'un outil pédagogique à l'échelle de la communauté de communes et du département pour pouvoir communiquer autour des actions qui sont menées et de la protection des espèces qui sont présentes.
Le grand public était ciblé principalement et après il y a un travail un peu plus particulier qui va être mené avec les scolaires du territoire. Le département a fait le choix, lorsqu'il met en place un sentier d'interprétation, d'éditer un livret qui accompagne ce sentier. On focalise la quasi-totalité de nos actions de sensibilisation vers le milieu scolaire. On organise aussi à l'automne un petit chantier de jeunes et on fait du travail dont on a besoin dans la réserve. Je fais aussi des sorties, mais là pour du milieu professionnel ou des universitaires ou des bureaux d'études. Et là en effet, on va aborder des thèmes beaucoup plus précis de gestion des milieux naturels. Voilà, on sait désormais tout ou presque sur la bacchante. Il y a une question qui est arrivée entre-temps quand même. Je voudrais qu'on prenne le temps de la poser à Gaël, parce que c'est une question très pratique et concrète. Je suis naturaliste et je souhaiterais m'investir pour l'acquisition de connaissances et pour faire de la sensibilisation dans ma région. Quelles seraient les démarches pour participer aux actions du PNA, s'il vous plaît? Donc voilà, si je suis un citoyen lambda et je veux apporter ma contribution au PNA, comment je fais, Gaël? Alors, le mieux, c'est d'aller sur le site du PNA et de regarder au sein de sa région qui est l'opérateur. Le site du PNA, il a une adresse? Oui, PNA, papillon au pluriel.pnaopi.fr. Et donc, on peut aller sur ce site et se renseigner sur l'opérateur régional qui peut nous renseigner sur les actions qui sont menées au sein de la région pour les papillons de jour. C'est-à-dire que le PNA, il est décliné dans chaque région et donc il y a un opérateur par région. Tout à fait. Et donc, cette personne pourra renseigner sur les actions vraiment concrètes qui sont réalisées et les objectifs du plan dans sa région. Donc, la personne qui a des connaissances entomologiques peut participer à des suivis, des inventaires qui ont besoin d'être effectués. Par exemple, rechercher des taxons disparus, faire des suivis annuels d'une espèce dans une région. Donc ça, c'est possible. Et aussi participer La question portait sur l'acquisition de connaissances et sur la sensibilisation. Tout à fait. Et aussi en acquisition de connaissances, on peut faire le parallèle avec les sciences participatives dont parlait Pascal tout à l'heure. Et donc, en termes de sensibilisation, une fois qu'on aura les renseignements sur les mallettes pédagogiques ou que déjà, on a quelques fiches qui sont disponibles sur le site, qui sont à destination d'agriculteurs, qui sont à destination de maires et qui permettent de sensibiliser sur certaines espèces de papillons. Donc ça, il faut se renseigner. Il y a quelques fiches qui sont déjà disponibles et c'est possible d'organiser aussi avec l'opérateur régional, proposer d'aller se rendre en tant qu'entomologiste dans des réunions avec des collectivités d'agriculteurs, ce style d'action. Ok, merci Gaël. On arrive dans quelques minutes au terme de ce premier webinaire consacré au plan national d'action en faveur des papillons de jour. On va laisser le mot de la fin au directeur de l'OPI, Samuel Jolivet. Samuel. Merci Jean-Jacques. Alors pour ce mot de la fin, je voudrais commencer par une série de remerciements parce que l'exercice a été long à préparer, particulièrement ambitieux et je trouve qu'il a été très bien réussi. Donc je voudrais remercier en tout premier lieu Gaël qui a vraiment pris à bras-le-corps cette mission et qui s'en est très bien sorti. Je voudrais aussi remercier l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes qui accompagne notre rôle d'animateur national d'une manière très proactive et très bienveillante. Remercier l'Agence Nature, donc Jean-Jacques et Fabien qui ont été les petites mains préparatrices de ce webinaire et du prochain. Remercier Madame la Secrétaire d'État pour son investissement et le petit message qu'elle a bien voulu enregistrer pour lancer ce webinaire.
Gilles Boeuf, qui est toujours à nos côtés quand il s'agit de défendre les insectes et porter le message de la biodiversité. Et enfin, Pascal, avec qui on entretient des relations de travail très proches et très efficaces, ainsi que toute l'équipe de Patrinat. Voilà, donc ce premier webinaire sur le PNA est arrivé un peu en prenant le train des contraintes sanitaires qui sont apparues l'année dernière. Hein. À la base, on avait prévu de faire un séminaire de lancement plutôt centré sur le monde professionnel, sur les associations, les gestionnaires d'espace, etc. On a dû changer d'optique, s'adapter, et du coup est née cette proposition de faire un webinaire ouvert à tous, qui soit beaucoup plus large. Force est de constater que nous sommes 480 inscrits aujourd'hui. C'est vraiment très appréciable de pouvoir penser qu'on a pu expliquer ce projet et tout ce qui en découle à autant de personnes. J'espère que vous pourrez suivre grâce au site internet, hein, je rappelle papillon.pna.opi.fr, qui a été développé par François Vaillant, que je remercie aussi, puisque c'est un webmaster très talentueux qui nous fait des supports pédagogiques très efficaces et très, très bien réalisés d'un point de vue graphique. Voilà, donc ce PNA est parti pour 10 ans, un petit peu de retard à l'allumage suite aux contraintes, mais du coup un webinaire d'autant plus intéressant. Le but est vraiment d'emmener tous les gestionnaires d'espace, mais aussi les acteurs socioprofessionnels dans la protection des papillons, hein, agriculteurs, forestiers, etc. L'axe pédagogique sera aussi bien investi. Ça, c'est une de nos spécialités à l'OPI. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais mettre en valeur. J'oublie juste Flavia dans mes remerciements, qui est aussi un acteur technique qui accompagne le développement du PNA. Et je vous remercie tous pour votre participation. Les échanges ont été riches et très divers, et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à suivre ce webinaire. Voilà. Eh bien, merci Pascal, merci Samuel, pardon. Si je peux étendre quand même ces remerciements, je voudrais que, si tu me permets, je voudrais remercier aussi le pôle invertébré Auvergne-Rhône-Alpes et Donovan Maillard, qui a assuré la technique de ce webinaire tout au long de la matinée, l'agence Ecodrone, qui a réalisé les vidéos donc sur le damier et sur la bacchante. Et je rappelle que ces vidéos sont à votre disposition pour de la sensibilisation, pour de la pédagogie, donc à votre disposition sur OPI-TV, la chaîne YouTube de l'OPI. Et puis merci à tous les intervenants de s'être rendus disponibles dans ces conditions sanitaires particulières pour être interviewés en amont de notre rencontre de ce matin. Remerciements à vous tous pour votre participation active aux questions-réponses, aux sondages, aux réactions. On se retrouve dans une semaine pour la saison 2 de notre série sur les papillons de jour. Ça sera un petit peu plus technique. Les inscriptions sont encore possibles jusqu'à la veille du webinaire. Donc, le prochain webinaire, c'est vendredi prochain, le 29, donc jusqu'à jeudi 28 à 16h. Vous pouvez toujours vous inscrire. Vous pouvez vous retrouver sur le site du PNA pour d'autres infos. Normalement, vous devriez en trouver l'adresse sur l'écran qui va s'afficher dès que j'arrêterai de parler et qu'on va se quitter. Bon week-end à tous et longue vie aux papillons de jour.